va passer au premier panel qui sera animé par Sarah Césaro sur les expériences de l'exil. Merci. Bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Sarah Césaro, je suis sociologue et militante à l'ARDIS, comme nombre des personnes que vous allez voir dans la journée. Et j'ai le grand honneur de présenter, d'animer cette première table ronde qui portera donc sur les expériences de l'exil, où on va entendre donc trois personnes, donc trois thèses effectivement récentes qui ont eu comme terrain principal ou en tout cas l'ARDIS. Donc on va commencer par la présentation de Franck Pellegrini-Bouchtal, qui est chercheur sociologue, docteur en sociologie, rattaché à l'IGRIS, à l'EHESS, ici à côté, qui présentera donc une communication intitulée Se construire homosexuel par les persécutions, condamnation homophobe et cheminement identitaire des demandeurs d'asile hommes ouest-africains. On va ensuite poursuivre avec la communication de Noémie Stedla, sociologue, docteur en sociologie et chargé d'animation et de valorisation de la recherche auprès de l'adresse. Sa communication s'intitule Vivre en marge, une analyse des parcours de sans-abrisme chez les exilés LGBTQ+. Et troisièmement, donc Florent Chaussière, qu'on ne présente plus, mais qu'on présente quand même, chercheur postdoctoral et coordinateur scientifique du département Antéguerre ou Antégère, je découvre des prononciations différentes aujourd'hui, donc ici de l'ICM, et chercheur associé au laboratoire analyse comparée du politique de l'université Gustave Eiffel, et donc dont la communication s'intitule Être minoritaire ici et là-bas, la négociation des espaces sociaux transnationaux par les exilés LGBT+. Franck, on te laisse la parole. Alors, je vais essayer de répondre à une des questions qui a été soulevée, la difficulté de s'identifier homosexuel. Donc, voilà. Bonjour. Mon travail repose sur les verbatims de 1376 entretiens d'explicitation de récits de vie, réalisés en France avec 155 demandeurs d'asile hommes ouest-africains, dans le cadre de leur accompagnement dans leur procédure. Alors, c'est un matériau qui a été sélectionné sur la base de la complétude, de la constance, de la cohérence et de la consistance des explicitations de leur vécu homosexuel et homophobe. Et par une double analyse quantitative et qualitative, ce matériau m'a permis de caractériser 47 faits à partir desquels les individus, les demandeurs d'asile, s'identifient dans leur orientation sexuelle. Alors, par leur récurrence dans les différents récits, ces faits permettent de comprendre leur mécanisme de construction identitaire gay. En effet, quand on analyse leur temporalité, on peut retracer des parcours et identifier des étapes de vie. Cela permet de mettre en lumière des moments charnières au cours desquels les individus sont confrontés à des normes qui s'opposent à leur singularité. Ainsi, comme je vais l'illustrer au travers de 3 cas, ce travail atteste de l'incidence des condamnations sociales de l'homosexualité sur les cheminements individuels des demandeurs d'asile. Alors, dans le premier cas, en l'absence de toute confrontation aux interdits, Rufy parvient à s'épanouir très sereinement dans son orientation sexuelle. Dans son histoire, dès l'âge de 10 ans, il est chargé de garder des troupeaux. De ce fait, par la suite, il passe la plupart de sa vie en brousse et plus personne ne se soucie de sa situation. Dès lors, le groupe de bergers constitue une famille d'adoption et un espace social qui lui permet de s'épanouir affectivement et sexuellement dans un mode de vie gay très singulier, sans aucune inquiétude. C'est en effet dans ce contexte qu'il est très vite initié à la sexualité entre hommes et qu'il se lie à un de ses pairs dans une relation amoureuse qui durera jusqu'à leur découverte 44 ans plus tard. Alors, dans ses explicitations, Rufy indique qu'ils partagent l'essentiel de leur temps, font du sexe régulièrement, échangent de la tendresse, dorment l'un contre l'autre, s'entraident, ont des activités communes, cuisinent l'un pour l'autre et mangent dans la même assiette. Il fait référence à un idéal de couple masculin construit sur une sexualité régulière, des échanges affectifs, des formes de solidarité et de soutien qu'il conçoit à partir des couples hétérosexuels et des relations masculines des autres bergers. Son modèle de partenariat, qui rappelle des mariages d'hommes décrits dans d'autres contextes africains, semble totalement accepté parmi les bergers, aussi longtemps qu'en dehors de leur groupe, ils restent dans le non-dit et le non-su. En effet, c'est sa découverte en plein ébat sexuel par des gens du village qui débouche sur une violente sanction et une exclusion,
ce qui le condamne à migrer. Pour autant, à ce moment de son histoire, Rufy ne se représente pas l'interdit qui lui est signifié par son bannissement. S'il a connaissance des condamnations religieuses de l'homosexualité, il n'envisage pas son couple selon ce modèle, dans la mesure où, pour lui, ce couple se justifie entièrement par la singularité de son mode de vie de berger, qui normalise la solidarité, les proximités affectives et les rapports intimes entre hommes. Ce n'est qu'au cours de sa migration, à la faveur de références homophobes, qu'il parvient à se représenter sa déviance, et dans la suite, en France, au cours de nos échanges, à la requalifier en s'identifiant en tant qu'homosexuel sur la base des références occidentales. Ainsi, dans son espace rural d'origine, Rufy n'a éprouvé aucune tension interne ou externe, ce qui explique son absence de questionnement et de reconfiguration de ses conceptions de soi. Il s'est construit dans son orientation sexuelle sans jamais s'identifier à un modèle identitaire gay, de sorte que son identité pour soi et son identité sociale restent totalement indéterminées. En ce sens, son récit montre comment, en l'absence de toute condamnation de leurs actes et de leurs représentations, à partir des exemples dont il dispose, les individus développent un vécu homosexuel stable et parfaitement épanouissant. Ils parviennent ainsi à se construire dans leur orientation sexuelle sans avoir à s'identifier ou, s'ils sont amenés à le faire, sans que cette identité ne les conduise à une tension. Leurs choix de vie sont alors uniquement portés par leurs attirances masculines et leur stratégie relationnelle se développe librement par la fondation d'un couple masculin solide, satisfaisant leurs besoins de sexualité, de sécurité, d'affection et de relation. Celui-ci se construit généralement à partir des modèles de couple hétérosexuels de leur environnement, de la norme culturelle de proximité tendre entre pairs, de sorte qu'il ne leur apparaît jamais anormal. A l'inverse, dès son plus jeune âge, Abid subit des remarques, puis des condamnations et enfin des sanctions de plus en plus violentes du fait d'attitudes et de comportements considérés comme féminins dans sa culture. De ce fait, autour de 10 ans, des labellisations homophobes lui permettent d'intégrer sa déviance en la reliant à la figure condamnée des Gorgigen. Cette découverte d'un modèle identitaire homosexuel lui permet très tôt de s'identifier et de se construire de façon définitive dans son orientation en intégrant les différents stigmates. Dans la suite, il fait évoluer ses conceptions en fonction des connaissances et des exemples qu'il rencontre. Ainsi, dans un premier temps, il conçoit sa relation intime en transposant des modèles traditionnels de couple hétérosexuel dissymétrique. Ensuite, à la faveur de références plus urbaines, il s'affirme dans son orientation en développant des relations davantage centrées sur les interactions sexuelles. Plus tard, il finit par intégrer des modèles de vie gays européens diffusés par les médias. À toutes les étapes de ce cheminement, les expressions de ces diverses constructions identitaires l'amènent à subir des sanctions et des condamnations qui n'affectent pas l'orientation de son évolution. Elles sont simplement l'occasion de changements de réseau relationnel et de modification de ses stratégies de vie. Ainsi, pour se sécuriser, vivre sa sexualité et rencontrer un partenaire amoureux, Abid quitte sa famille et va en ville, ce qui lui permet d'intégrer des groupes gays, de fréquenter des lieux spécifiques et même de faire du militantisme. Mais cet épanouissement social dans une vie gay assumée aboutit à un lynchage qui motive la fuite de son pays. Alors ce parcours illustre comment, dans les explicitations des individus subissant très tôt des réprobations de leurs actes ou de leur représentation, la confrontation à la condamnation sociale de l'homosexualité les singularise. Elle les amène à s'identifier précocement au travers des labellisations qu'ils subissent et à se concevoir, se construire et s'affirmer dans leur identité pour soi et leur identité sociale par leur déviance, sur les bases des références et des modèles de leur environnement. C'est pourquoi, à l'instar d'Abid, ces individus n'éprouvent aucune tension interne, mais expérimentent de multiples tensions sociales. Celles-ci les obligent à faire évoluer leur stratégie relationnelle, afin de satisfaire leurs besoins d'affection, de sexualité, de relations et de sécurité, en développant des partenariats et des socialisations gays ou en s'éloignant de certains espaces sociaux. Toutefois, leur parcours présente une cohérence dans la mesure où leurs choix sont portés par leurs attirances masculines et la réalisation de leur engagement identitaire gay. En ce sens,
Ce type de cheminement, conforme au modèle classique de construction dans la déviance proposé par Goffman et Becker, s'en distancie par le fait que la construction des individus est dynamique. En effet, tout au long de leur existence, ils font évoluer leur représentation et leur projection au gré des rencontres favorables ou défavorables et des références auxquelles ils accèdent. De ce fait, leurs choix de vie dépendent moins des interactions homophobes que des informations et des exemples dont ils disposent pour se projeter dans les modes de vie gays, leur permettant de satisfaire leurs aspirations profondes. Enfin, dans un troisième modèle d'évolution, le récit de Yahoo témoigne de la violence de la rupture identitaire occasionnée par une confrontation tardive à l'interdit. En effet, dès 10 ans, Yahoo développe une relation très forte avec un de ses pairs qui dure jusqu'à 19 ans et qu'il explicite en reprenant tous les éléments descriptifs d'une histoire d'amour romantique. Dans son esprit, celle-ci n'est pas différente de celle qu'ont ses camarades avec leurs copines. Elle se construit à partir d'un rapprochement affectif et d'expérimentations sexuelles qui sont d'autant plus assumées que celles-ci répondent à ses ressentis d'attirance masculine, qu'il n'éprouve aucun désir pour les femmes et qu'il a accès à des exemples de sexualité dans un magazine gay occidental qui lui permettent de se représenter une forme de normalité dans les rapports intimes et les couples homosexuels. Ainsi, cet épanouissement affectif et sexuel lui permet très tôt de s'identifier et de se construire dans son orientation au travers d'un modèle de vie gay occidentalisé centré sur la représentation idéalisée de couples masculins symétriques stables. Si Yahoo sait sa relation singulière au regard de celle hétérosexuelle de ses pairs, il ne la perçoit pas alors comme déviante. Pour autant, il connaît la condamnation sociale de l'homosexualité, mais ne s'en représente pas la réalité. Ce n'est que lorsqu'il est découvert et subit 2 violentes sanctions de la part de sa famille qu'il intègre le risque du mode de vie gay dans lequel il s'est construit. Bien qu'il ait parfaitement intégré sa véritable orientation homosexuelle, il décide alors de sécuriser sa situation en normalisant son identité sociale par un mariage et la fondation d'une famille. S'il écarte ainsi toute tension avec son entourage, il se retrouve dans une situation de conflit intérieur qui finit par le déstabiliser complètement. Incapable de se projeter dans une vie gaie du fait du poids des interdits et des traumatismes, ou de prolonger le mensonge de sa vie hétérosexuelle, Yahoo ne sait plus comment poursuivre sa vie dans son pays, ce qui le conduit à choisir l'exil. Dans ce récit, ce départ n'est pas justifié par la recherche d'un contexte social qui lui permettrait de vivre une vie gaie, à laquelle il a renoncé, mais par la tension entre son identité pour soi homosexuelle et son identité sociale hétérosexuelle. Ainsi, sa migration est une quête de lui-même, consécutive à l'effondrement de son idéal de vie amoureux avec son partenaire et à l'absence de perspectives satisfaisantes pour reconstruire sa vie. En ce sens, l'histoire de Yahoo montre comment les individus sont profondément déstabilisés lorsque la condamnation de leurs actes et de leurs représentations intervient tardivement après une phase stable d'épanouissement dans une forme de construction homosexuelle assumée. Leur identité pour soi reste alors ancrée dans leur attirance masculine, tandis que la nécessité de reconfigurer leur identité sociale les oblige à choisir entre la déviance et ses conséquences et la conformité et l'abandon plus ou moins total d'un mode de vie gay. Dans ces situations de confrontation tardive à la condamnation de l'homosexualité, si certains choisissent de défendre leur individualité en suivant le cheminement d'Abid, d'autres, à l'instar de Yahoo, se conforment à la norme. Lorsqu'ils ne trouvent pas de modèle permettant une conciliation, telle qu'une double vie, une sexualité ponctuelle cachée ou une vie gay à distance, ils se retrouvent incapables de satisfaire simultanément leurs attirances masculines et la réalisation de leur engagement identitaire hétérosexuel. Pris dans une tension interne qui les empêche de se projeter dans une perspective de vie satisfaisante, ils font leur choix de manière erratique sur la base de leurs besoins immédiats de sécurité, de sexualité, d'affection ou de solidarité, sans les inscrire dans une construction de soi portée par une cohérence de vie. Alors ces 3 parcours illustrent comment l'identification et la construction homosexuelle des demandeurs d'asile ne se fait pas à partir d'un fait unique, mais à la faveur d'une succession d'événements qui n'ont pas de lien de causalité entre eux et interviennent dans des temporalités, des espaces géographiques et sociaux spécifiques, ce qui explique la singularité de chaque histoire. Dans ces cheminements, les confrontations à des condamnations de l'homosexualité affectent les évolutions des individus en déstabilisant leur représentation et leurs perspectives,
ce qui les oblige à les reconfigurer à l'occasion de périodes de crise au cours desquelles ils élaborent un nouveau modèle de vie propice à une nouvelle trajectoire sociale stable. Selon les cas, cela se traduit par la fuite, une affirmation dans la déviance ou la normalisation au moins apparente de l'identité sociale, ce qui conduit à une dissociation de cette dernière et de l'identité pour soi. Toutefois, si ces évolutions sont parfois directement liées à des persécutions, ce n'est pas toujours le cas. En outre, les sanctions et les stigmatisations n'orientent pas la construction homosexuelle, dans la mesure où celle-ci repose sur des stratégies individuelles répondant à des aspirations profondes. Ainsi, dans ces moments critiques, c'est moins les labellisations et les stigmatisations que la manière dont l'individu fait des choix et met en place des stratégies de réponse en mobilisant des références et des modèles existants dans son environnement qui déterminent la suite de son évolution. C'est pourquoi, sur la base d'exemples de vécu gay ou de relations transposables, notamment en développant des couples masculins stables qui satisfont leurs besoins de sécurité, de sexualité, d'affection et de relations, ils parviennent à s'épanouir dans une trajectoire de vie stable qui répond à leurs aspirations. Lorsque ces trajectoires sont perturbées, notamment par des sanctions homophobes, ils font évoluer leur stratégie de vie, la plupart du temps en changeant de réseau relationnel. En conclusion, l'ensemble des cheminements des demandeurs d'asile étudiés met en lumière un modèle de construction identitaire anastomosé dans lequel chacun poursuit son chemin selon des trajectoires qui lui sont propres, mais qui ont en commun une constance de soi liée à la défense de l'individualité et plus spécifiquement aux attirances masculines. Dans les moments critiques, les choix de vie des individus ne suivent pas un projet de vie gay préétabli qui organiserait l'ensemble de leur parcours. À de rares exceptions renvoyées en errance dans une quête de soi illustrée par Yahoo, ils ne font pas davantage preuve d'opportunisme en se laissant guider par des perspectives à court terme, mais poursuivent des objectifs universels de sécurité, de satisfaction sexuelle et affective, et plus spécifiquement d'apaisement des tensions, de fuite de la solitude ou de l'isolement, et singulièrement d'installation dans une vie de couple. Dans ces processus identitaires globalement conformes au modèle proposé par Mellini ou aux approches sociologiques des parcours de vie, l'élément clé apparaît être la référence permettant des projections dans des modes de vie épanouissants. C'est pourquoi ces cheminements ne sont jamais achevés, mais se poursuivent au gré des informations et des personnes rencontrées, autant dans leur pays d'origine qu'au cours de leur exil ou lors des échanges des procédures de demande d'asile. Ainsi, en déstabilisant les représentations, les condamnations homophobes, conduisent les individus à s'identifier homosexuels. Si elles expliquent des choix relationnels et des étapes dans leur évolution, elles ne déterminent pas leur construction dans cette orientation, dans la mesure où elles n'affectent pas leurs perspectives ou les buts personnels qu'ils poursuivent. Merci. Merci beaucoup Franck. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on vous propose d'enchaîner les présentations et de regrouper les questions à la fin de la table ronde. Donc Noémie, on t'écoute et on enchaînera directement avec Florent après. Bonjour à toutes et tous. Déjà, je voulais commencer l'intervention pour remercier Aude et Florent et toute l'équipe organisatrice pour avoir donné lieu à cette belle journée. Et merci aussi à tout le monde ici présent. Merci d'être venu et de rendre vivante cette journée. Donc effectivement, moi je m'appelle Noémie Stella, j'ai mené une thèse de 2019 à 2023 auprès de l'ENS et l'EHESS et c'était une recherche-action un CIFRE, donc je l'ai menée avec une association médico-sociale qui s'appelle Basiliade et cette recherche-action a concouru à mettre en place et concevoir un centre d'hébergement d'urgence pour personnes LGBTQI qui s'appelle l'Escale, qui a ouvert ses portes en 2020 et qui est encore aujourd'hui, qui existe à Paris, qui propose des hébergements en diffus et dont des membres sont ici aujourd'hui. Donc, dans ma thèse, moi, j'ai travaillé auprès des 48 personnes. J'ai adopté une méthodologie longitudinale. Ça veut dire que pendant 3 ans et demi, j'ai vu à plusieurs reprises les personnes enquêtées pour à la fois réaliser des entretiens et aussi réaliser du terrain ethnographique. Ce qui m'a permis vraiment de voir un peu les mobilités résidentielles en train de se faire, c'est-à-dire d'observer un peu comment les personnes arrivaient à fuir la rue et donc trouver des plans d'hébergement, que ce soit des
des hébergements institutionnels ou alors des hébergements chez des tiers. Donc ma thèse a été vraiment consacrée à cette question-là, notamment d'hébergement chez des tiers, les contreparties demandées, combien de temps, l'état de santé mentale et physique des personnes hébergées. Au total, donc, on disait il y a 48 personnes des 16 à 35 ans qui ont participé à la recherche action. La majorité d'entre eux, d'entre elles, est composée par des personnes exilées. Et la majorité d'entre eux, d'entre elles, comme Franck disait, c'est des personnes donc, qui ont fui les pays d'origine suite à des persécutions liées à leur orientation sexuelle et identité de genre. Donc, c'est des personnes qui, quand sont arrivées en France, étaient dans une démarche d'errance résidentielle liée à ces persécutions-là LGBTQI-phobes. Et une fois arrivées en Île-de-France, déjà, donc, la majorité d'entre eux, d'entre elles, est arrivée sans visa, de manière dite irrégulière. Et donc, la majorité d'entre eux, d'entre elles, s'est trouvée dans une précarité résidentielle en errance. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler donc des expériences des sans-abrisme. Donc, sans-abrisme, c'est vraiment quand la personne n'est pas hébergée et donc est à la rue ou dort dans une gare, dans le métro, etc., dans des lieux qui ne sont pas désignés pour y vivre. Et donc, l'idée, c'est de vous montrer un peu les spécificités liées au fait d'être exilé et LGBT par rapport à des personnes qui ne le seraient pas ni exilées ni LGBT. Donc, quand j'ai commencé donc, à mener cette recherche-action, je me suis aperçue assez vite que les personnes exilées LGBT par rapport aux personnes françaises étaient beaucoup plus souvent sans-abri que les personnes françaises. Donc les personnes françaises LGBT avaient des expériences de sans-domicilisme, mais beaucoup moins de sans-abrisme. Ça veut dire qu'elles se retrouvaient beaucoup moins à la rue, mais beaucoup plus hébergées ou chez des tiers ou dans des structures. Donc il y a des ressources qui sont différentes entre ces deux publics. Donc disons déjà les personnes françaises ont été scolarisées ici, donc il y a des compétences, à la fois des ressources amicales et de l'entourage qui peuvent être mobilisées au moment où il y a des expulsions par rapport aux membres de leur famille, par exemple. Donc des personnes ont été hébergées chez des amis, chez des connaissances. Il y a l'infirmière scolaire qui a été très sollicitée dans les entretiens, les travailleurs sociaux aussi, des écoles. Il y a aussi des connaissances par rapport aux associations LGBT franciliennes qui existent, et donc les personnes arrivent mieux à se saisir des opportunités, des ressources qui existent pour les personnes LGBT en précarité. Alors que pour les personnes exilées, notamment celles qui viennent d'arriver en Île-de-France, il y a une difficulté accrue parce qu'il n'y a pas donc, un réseau de connaissances qui existe, et aussi les ressources donc, qui existent sont beaucoup moins connues. Donc, ce que je voudrais partager avec vous, c'est de voir comment ces trajectoires d'errance résidentielle n'ont pas été marquées juste dans une première phase. Ça veut dire qu'elles n'ont pas marqué les trajectoires des personnes exilées juste au moment où elles sont arrivées en Île-de-France, mais sont vraiment constantes. Et ces plans d'hébergement et des tentatives de fuir la rue composent vraiment un plan interstitiel. On est toujours à la rue ou très souvent, et donc pour vous donner un exemple, sur les 40 personnes exilées, il y en a 35 qui ont vécu à la rue à plusieurs reprises, entre 1 et 4 fois, et en moyenne chaque fois était de 2 mois. Donc c'est assez énorme. Pourquoi et comment? Donc déjà, on a vu que les personnes exilées donc sont plus souvent, LGBT en tout cas, sont plus souvent sans abri et sans domicile par rapport aux personnes françaises. Mais ce que je voudrais montrer ici, c'est que dans les systèmes d'hébergement français actuels, il y a, on pourra y revenir plus tard si vous voulez, mais une convergence malheureuse entre des politiques migratoires et des politiques d'hébergement. Et donc les personnes exilées non statutaires, et notamment les personnes sans papier, sont celles qui sont les plus systématiquement non choisies. Il y a un tri des usagers qui s'est fait à l'entrée dans les centres d'hébergement. Donc les personnes sans papier sont moins souvent orientées dans des structures d'hébergement protectrices, mais le plus souvent elles sont orientées vers des nuitées à l'hôtel ou des centres d'hébergement d'urgence. Donc elles ont des conditions d'hébergement moins dignes. Elles sont prises en charge pendant moins de temps. Et aussi, ce que j'ai montré, c'est qu'il y a plus des sorties sèches. Ça veut dire qu'à la fin de la prise
prises en charge dans un établissement, les personnes ne sont pas orientées vers d'autres structures d'hébergement, mais elles sont à la rue à nouveau. Donc en fait, les personnes exilées non statutaires et notamment sans papier sont celles qui font face à une mobilité contrainte résidentielle beaucoup plus importante et qui vivent beaucoup plus des périodes des sans-abrisme et surtout des périodes plus prolongées par rapport à d'autres publics. Dans ces contextes-là, une fois que les personnes, donc notamment exilées, se retrouvent à la rue, il y a des spécificités des personnes LGBT par rapport aux personnes à la rue hétérosexuelles et cis. Et donc, l'idée, là, ce serait de revenir un peu sur les traits un peu distinctifs de ces populations-là. Donc, pour ce qui concerne les hommes cis, gays, bisexuels et exilés, c'est assez intéressant de voir comment, dans les études qui sont menées auprès des personnes sans-abri, je pense notamment au livre de Thibaut Bezzozzi qui est sorti il y a 2 ans, on voit des dynamiques où les personnes sans domicile et sans-abri cherchent à se regrouper et donc faire face à la nuit, notamment aux dangers, en dormant ensemble. Et donc il y a souvent ces phrases des personnes qui disent « je ne veux pas rester seule » et donc on se met en groupe pour faire face à la vie à la rue. Alors que chez les personnes, les hommes gays et bisexuels, tous et toutes, tous disent chercher, fuir les autres personnes. Donc il y a vraiment des stratégies d'évitement, notamment d'évitement des compatriotes qui pourraient être présents en Île-de-France. Pourquoi ? Par crainte d'être reconnus et donc que leurs histoires, des maltraitances, des persécutions qui ont eu lieu au pays d'origine se sachent aujourd'hui en France et qu'il y ait des nouvelles discriminations qui aient lieu. Donc il y a vraiment des stratégies d'isolement où les personnes fuient les autres personnes, cherchent à s'isoler. Et du coup, ça a des effets aussi sur leurs conditions matérielles de survie. Ça veut dire que dans la littérature sur l'immigration internationale, on sait que les ethnic ties, donc les relations interethniques entre compatriotes, sont les premières sollicitées quand on arrive dans un nouveau pays, alors que donc, ces personnes-là ne vont pas du tout solliciter les compatriotes, en tout cas pas quand ils arrivent. Et donc, ils vont avoir un moindre accès aux ressources, par exemple, où se trouvent de la distribution alimentaire, comment faire pour avoir accès à une protection, à une travailleuse sociale, par exemple. Donc, toutes ces questions-là, elles sont pas abordées et ils ont accès à ces ressources-là beaucoup plus tardivement que d'autres personnes exilées qui communiquent avec les autres personnes à la rue. Donc, sur les 25 hommes cis qui ont été sans-abri, il n'y en a que 2 qui ont témoigné avoir dormi parfois avec d'autres personnes. Les autres ont tous été seuls pour cette raison-là. Une deuxième stratégie qui est mise en place par les hommes cis et gays, et on le verra par les femmes aussi, elle est celle du passing, donc de mettre en place toutes les stratégies possibles pour être identifiés par les autres comme des personnes hétérosexuelles. Donc il y a beaucoup d'enquêtés qui parlent du fait qu'ils se coupent les cheveux, qui vont chercher à poser leur voix différemment et notamment avoir un ton plus grave, l'attention à comment ils marchent dans la rue, de manière à ne pas être identifiés en tant que gay ou bi et donc avoir plus des risques d'agression dans l'espace public. Pour ce qui concerne les lesbiennes cis, j'ai dit lesbiennes parce qu'il n'y a pas de bisexuelles femmes dans l'enquête, il n'y a que des lesbiennes, des personnes qui s'identifient en tant que lesbiennes. Donc pour les femmes sans-abri, la vie à la rue est un peu différente de celle des hommes. Dans la littérature, on sait que les femmes sans-abri, elles ont tendance à être dans des lieux dans l'espace public qui sont occupés, traversés par beaucoup de personnes, donc notamment les gares, les aéroports, les métros, pour ne pas être seules et donc davantage potentiellement victimes des violences sexistes et sexuelles. Et donc, c'est le cas aussi pour les lesbiennes. Il y a elles occupent l'espace public là où il y a plus des mouvements, en tout cas, il y a plus des passages. On sait aussi que pour les femmes hétérosexuelles sans-abri, il y a des stratégies de dissimulation qui sont mises en place, c'est-à-dire que ces femmes-là, elles vont chercher à ne pas être identifiées en tant que sans-abri pour ne pas se rendre davantage vulnérables face
face aux hommes qui les voient dans l'espace public. Or, pour les lesbiennes donc sans-abri, cet enjeu d'invisibilisation est double. Donc, à la fois, il y a un enjeu des passings d'invisibilisation en tant que femmes sans-abri pour donc moins faire face ou moins être exposées aux violences sexistes et sexuelles en tant que femmes. Et aussi, il y a la question de l'enjeu d'invisibilisation, de ne pas être reconnue en tant que lesbienne dans l'espace public, car on sait bien que quand on est reconnue en tant que lesbienne dans l'espace public, on va être exposé de manière beaucoup plus exponentielle à des violences, que ce soit des violences verbales, des violences physiques et des violences sexuelles. Sur les 10 lesbiennes qui ont été à la rue, il y en a 8 qui ont témoigné des violences sexuelles et verbales dans l'espace public. Parmi elles, la majorité des fois où cela est arrivé, ça concernait des moments où des personnes qui étaient particulièrement visiblement déviantes, hein, c'est-à-dire que l'exercice du passing ne marchait pas, c'est-à-dire des personnes qui étaient identifiées tout de suite en tant que lesbiennes, et des personnes aussi qui étaient en couple. Donc pour les femmes qui étaient en couple dans l'espace public, même si on les voyait seules, on pouvait ne pas les identifier tout de suite en tant que lesbiennes, une fois qu'elles étaient en couple, elles ont toutes témoigné des insultes lesbophobes et des passages à l'acte. Donc ça c'est un peu pour ce qui concerne donc, les lesbiennes. Il y a donc des mécanismes d'anticipation des violences qui se mettent en place chez les lesbiennes, et donc un état d'hypervigilance constant et donc un stress minoritaire, hein, comme a été développé par Ilan Meyer. Ça veut dire une angoisse constante et la peur d'être victime des violences après avoir déjà subi des événements traumatiques en lien avec leur orientation sexuelle. Enfin, on a l'expérience des personnes trans. Donc, les personnes trans peuvent être lesbiennes, gays, bi, hétéros, etc. Mais je les ai mis à part car c'est vraiment leur identité de genre qui a été mise en avant par les enquêtés comme élément des discriminations dans l'espace public. Donc, déjà, on sait, grâce à l'enquête Virage qui a été publiée en 2020, que les personnes trans dans l'espace public ont déclaré pour 80% d'entre elles des violences verbales et physiques dans l'espace public, contre 66% pour les personnes cis, lesbiennes, gays et bi. Donc déjà, elles sont surexposées de manière générale dans l'espace public. Alors, vous pouvez imaginer quand une personne n'a pas d'abri, hein, elle est tout le temps exposée dans l'espace public car elle n'a pas des lieux où dormir, cela devient une expérience violente et une source de crainte constante. Pour les personnes trans, la question est davantage difficile. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a un système d'hébergement qui est binaire et cis-normatif. Donc, quand les personnes sont à la rue et elles appellent les 115, il y a 2 cases, F ou M, et donc on peut pas, enfin F ou H, pardon, femme ou homme, et donc il n'y a pas la case trans. On ne peut pas écrire que la personne est trans car ces données-là sont des données sensibles, et donc ça dépend vraiment sur qui la personne elle tombe. Si elle tombe sur un ou une travailleuse sociale qui est formée à ces questions-là, elle va mettre, par exemple, si c'est une femme trans, elle va cocher la case F, et donc la personne va être orientée dans un bon centre d'hébergement qui va l'accueillir. Mais dans la majorité des cas, ça ne se réalise pas. Donc j'ai eu beaucoup de femmes trans qui étaient orientées vers des centres pour hommes, par exemple, et donc elles ne pouvaient pas y être. Et aussi, on fait face à une essentialisation du genre, c'est-à-dire que même lorsque la personne est orientée dans la bonne structure, parfois il y a eu des directeurs d'établissements qui demandaient si la personne avait été opérée pour ne pas mettre en danger, entre guillemets, les autres personnes hébergées. Donc ça c'est illégal, on le rappelle, mais donc les personnes trans ont beaucoup plus de difficultés à être hébergées, et donc elles vont rester beaucoup plus longtemps à la rue car elles vivent des discriminations systémiques. Et donc notamment celles qui sont, il faut vraiment saisir les travailleurs et travailleuses sociales qui sont formés sur ces questions. Et on a écrit un article avec Joe Sauver, et Joe a aussi coordonné un guide pour former les équipes sociales, notamment aux questions LGBT. Mais les constats est que vraiment les équipes, elles ne sont pas formées aux enjeux de genre et sexualité. Et donc, lorsqu'il y a des conflits dans les centres d'hébergement, c'est très difficile de les gérer. Et aussi, donc, lorsque les personnes ont au téléphone des personnes sans abri LGBT, il y a une grosse difficulté à savoir quelle démarche entamer pour pouvoir les orienter et les prendre en charge. Donc ça, c'était un peu pour vous montrer les spécificités de ces publics-là à la rue. L'idée, c'est pas non plus d'essentialiser ces trajectoires-là. J'ai terminé en disant que donc, en fonction des ressources après détenues par les personnes, des ressources des genres, des ressources militantes, des ressources des capitaux scolaires et des classes, on va avoir des trajectoires qui sont quand même très différentes et des manières de sortir la rue qui vont être plus ou moins efficaces. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup Noémie aussi d'avoir respecté le temps. Donc on laisse la parole à Florent. Alors, donc pour ma part, je vais vous faire une présentation qui est issue de mon travail de thèse en géographie que j'ai soutenu en décembre 2022. Et ça fait une bonne transition avec ce que Noémie a présenté auparavant, parce qu'on va retrouver des éléments dans ce que je vais vous présenter. Donc, dans mon travail de thèse, j'ai travaillé sur les trajectoires et les expériences vécues de la migration et de la demande d'asile pour les personnes LGBT+, pour certaines personnes LGBT+, qui ont demandé l'asile en France. Et un des enjeux de cette thèse, ça a été d'interroger l'idée que la migration, pour les exilés LGBT+, ce serait forcément une libération une fois qu'on arrive dans un pays de l'Occident. Donc j'ai interrogé ça sous 3 aspects. Tout d'abord, les difficultés qui existent dans l'accès à la demande d'asile, les difficultés qui existent pour être reconnu réfugié LGBT+, et l'ensemble de la précarité et des marginalisations multiples qui peuvent exister dans le pays d'arrivée. Pour effectuer ce travail, donc comme vous l'aurez compris, j'ai réalisé cette recherche en faisant du terrain au sein de l'ARDIS pendant 3 ans en situation de participation observante. Donc je suis moi-même devenu bénévole de l'association. J'ai participé à diverses activités du collectif, ce qui m'a permis de rencontrer un certain nombre de personnes et de constituer un groupe de 76 personnes enquêtées qui ont eu recours à cette demande d'asile, qui est originaire de 24 pays différents, qui était âgés en moyenne de 29 ans, et le groupe était constitué majoritairement d'hommes gays cisgenres, ce qui est représentatif du public de l'association, mais aussi plus globalement de cette demande d'asile de façon générale. Donc aujourd'hui, je vais pas vous faire une présentation générale, je vais discuter un aspect un peu précis de ce travail, qui est la façon dont les demandeurs d'asile et les réfugiés LGBT+, se positionnent au sein des espaces sociaux transnationaux. Donc c'est une notion que j'emprunte à la géographe Camille Schmoll pour rendre compte de la façon dont les personnes mettent en place des pratiques et des identifications migratoires qui articulent des lieux distants. Donc en fait, concrètement, l'enjeu va être il va s'agir de se poser les questions suivantes. Donc quel lien les demandeurs d'asile et réfugiés LGBT+, entretiennent avec leurs compatriotes ici en France, mais aussi dans le pays d'origine. Qu'est-ce que ça signifie être minoritaire ici et là-bas en même temps? Comment on gère son statut de minorité sexuelle ou de minorité de genre à l'échelle transnationale. Donc en répondant à ces questions et en montrant les tensions en fait, qui existent dans ces relations avec les compatriotes, un des enjeux de cette présentation, ça va être de complexifier une image médiatique qui est souvent associée aux réfugiés LGBT+, qui est celle de la double peine. Donc l'idée que d'un côté, il faut faire face au racisme, à la xénophobie et aux politiques migratoires restrictives du pays d'accueil et aux LGBT-phobies des compatriotes immigrés. Donc cette image en fait a 2 inconvénients à mon sens. C'est elle fait reposer l'idée que les LGBT-phobies seraient uniquement le fait des communautés immigrées en France. Et surtout, deuxième élément, en fait, elle cloisonne la compréhension du sujet en ne montrant pas comment les politiques migratoires restrictives, elles vont avoir un impact dans l'expérience des LGBT-phobies subies auprès des compatriotes une fois en France. Donc je vais faire ma présentation en 3 temps. Tout d'abord, une présentation un peu générale pour montrer comment, en fait, il faut négocier l'hétéronormativité ou la cisnormativité à l'échelle transnationale, donc en articulant plusieurs espaces. Dans un deuxième temps, je vais montrer comment, en fait, la condition de demandeur d'asile, elle complexifie cette gestion transnationale. Et enfin, dans un troisième temps, comment le statut migratoire peut parfois être, à l'inverse, mobilisé comme une stratégie de négociation de la position minoritaire LGBT+. Donc dans un premier temps, pourquoi on est emmené à négocier l'hétéronormativité ou la cisnormativité à l'échelle transnationale? Tout d'abord parce que la stigmatisation, elle peut perdurer à distance et parce qu'elle peut avoir des effets multilocalisés. Donc pour une partie des personnes que j'ai enquêtées, donc le départ du pays d'origine fait souvent suite à un événement qui a conduit à des persécutions, mais aussi à une révélation publique de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Cela conduit au fait que, même en France, vous pouvez continuer de subir de la stigmatisation à distance par des personnes qui sont dans le pays d'origine, qui peuvent continuer de vous harceler par message sur les réseaux sociaux, etc. Donc la migration ne permet pas toujours ici d'échapper à la stigmatisation rencontrée en premier lieu dans le pays d'origine. Par ailleurs, ces effets de la stigmatisation peuvent aller dans les 2 sens. Donc, je vais prendre ici l'exemple d'Astou, qui est une réfugiée, aujourd'hui réfugiée sénégalaise, qui a fait face à ces 2 types de configurations de stigmatisation à distance spatiale. Premièrement, donc, lorsqu'elle arrive en France, comme la situation qu'a rappelé Noémie, Astou ne réussit pas à avoir accès à un hébergement institutionnel. Donc elle va se tourner vers 2 jeunes étudiants sénégalais en France qu'elle connaissait auparavant, qui acceptent de l'héberger.
Sauf qu'à partir du moment où la mère des 2 étudiants qui, elle, est au Sénégal, apprend qu'ils hébergent Astou, qu'elle connaissait déjà et qu'elle sait que Astou est lesbienne, elle a interdit aux 2 jeunes de continuer d'héberger Astou. Donc on voit ici tout d'abord que la stigmatisation à distance depuis le pays d'origine, c'est pas seulement un enjeu de harcèlement langagier, j'ai envie de dire, mais ça a aussi des implications très concrètes dans l'accès à des ressources ici en France. A l'inverse, la stigmatisation a aussi des effets dans le pays d'origine. Donc Astou a une fille qui est gardée par le mari de sa cousine, avec qui donc, il interdit qu'elle entretienne des liens. Et quand il a appris qu'elle continuait de téléphoner à sa fille depuis la France, le mari a menacé de divorcer de sa cousine et de ne plus héberger la fille d'Astou au Sénégal. Et donc on voit ici comment en fait la stigmatisation elle peut perdurer, mais aussi avoir des effets pour les autres personnes qui sont restées au pays d'origine. Et donc j'ai aussi rencontré des situations comme ça où des personnes sont identifiées comme gays en France, l'information circule jusqu'au pays d'origine, et ça peut avoir des répercussions pour les enfants qui sont identifiés comme le fils du PD et qui commencent à être persécutés dans le pays d'origine en question. Donc on voit ici que la position minoritaire, en fait, elle doit continuer d'être précautionneusement négociée simultanément ici en France et là-bas dans le pays d'origine. Donc ce qui va conduire les personnes à maintenir une juste distance avec leurs compatriotes présents en France. Pour 2 raisons. La première raison, c'est la crainte qui est associée à ces groupes-là et la crainte d'agression, mais aussi, comme on l'a vu, la crainte de la circulation de l'information à l'échelle transnationale. Ça va induire une mise à distance qui va conduire à ce que les personnes évitent au maximum des relations trop prononcées avec des personnes du même pays d'origine qu'elles-mêmes, y compris d'autres personnes LGBT+, puisque n'importe qui peut dissimuler l'information jusqu'au pays d'origine. Ce qui fait qu'au sein des associations de soutien, notamment j'ai pu le voir à l'Ardis, par exemple, des personnes maghrébines faisaient tout pour ne pas être en contact avec d'autres personnes maghrébines dans l'association, même si elles étaient LGBT, parce qu'elles avaient peur que l'information circule jusqu'au Maghreb par des relations communes interposées. Ce 2e élément, ça amène les personnes à négocier ce qu'on appelle en géographie des translocalités, c'est-à-dire des lieux qui articulent plusieurs échelles en même temps. C'est-à-dire les lieux dans lesquels être visible à un endroit, être identifié à un endroit précis comme LGBT+, c'est potentiellement être visible aussi dans le pays d'origine parce que l'information circule à l'échelle transnationale. Et donc on a plusieurs lieux qui fonctionnent comme des translocalités, qui sont d'abord les lieux identifiés comme des lieux de forte présence des compatriotes. Donc, par exemple, une réfugiée tunisienne m'explique qu'elle évitait, pendant tout le temps de sa procédure, de se rendre à Belleville, puisqu'elle y croisait trop souvent des personnes originaires de Tunisie, voire même des personnes qui étaient au lycée avec elle. Ça fonctionne également avec les lieux qui sont marqués comme LGBT+, qui en fait fonctionnent comme des marqueurs de l'homosexualité, donc que ce soit les établissements gays, que ça peut être des établissements gays, commerciaux, etc. Donc là, c'était une présentation d'abord un peu générale pour montrer comment la stigmatisation et l'expérience minoritaire, elle est négociée à l'échelle transnationale. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer maintenant comment le statut migratoire et la condition de demandeur d'asile, elle affecte et elle complexifie cette gestion de l'expérience minoritaire à l'échelle transnationale. Donc comme on l'a vu, les exilés LGBT+, négocient précautionneusement les relations qu'ils mettent en place avec leurs compatriotes. Or, il s'avère que la condition de demandeur d'asile, elle va complexifier encore plus cette négociation. Ça va se voir à 2 niveaux. Tout d'abord, mais non, je vais passer rapidement parce que Noémie l'a déjà évoqué, la condition de demandeur d'asile en France aujourd'hui, c'est une condition de précarité matérielle très forte. Donc l'insuffisance de l'aide de l'allocation pour demandeurs d'asile, la précarité résidentielle. Ce qui fait en fait que c'est cette précarité matérielle qui est instituée par le sous-calibrage des dispositifs d'accueil qui crée des situations de dépendance envers des personnes avec lesquelles on ne voudrait pas avoir de lien, donc notamment les compatriotes. En fait, la précarité administrative engendrée par les politiques migratoires, 1, elle surexpose, et 2, elle réduit l'autonomie des personnes. C'est-à-dire que des personnes qui voudraient se diriger vers d'autres solutions n'ont pas le choix. Et donc en fait, on voit ici comment il ne faut pas séparer les 2 éléments, mais bien voir comment les politiques migratoires restrictives, elles ont un rôle dans l'expérience des LGBT-phobies auprès des compatriotes, puisqu'elles rognent l'autonomie des personnes concernées. Deuxième élément, l'implication dans une demande d'asile, ça redouble l'information de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre qu'il faut gérer au quotidien.
Donc en fait, quand on est demandeur d'asile, c'est une nouvelle identité sociale qui émerge, et ça veut dire qu'au quotidien, dans des relations banales, il faut gérer l'identité de « je suis un demandeur d'asile ». Et la première question qui arrive avec « je suis un demandeur d'asile », c'est « pourquoi tu demandes l'asile ?» Et donc potentiellement, parce que je suis une personne LGBT+. Donc la demande d'asile va créer une mise en visibilité inconfortable pour les personnes, les exilés LGBT+. À différents niveaux. Ça peut être quand on a des rendez-vous avec des institutionnels, donc des personnes peuvent avoir peur que par exemple à la préfecture ou l'interprète lors de l'entretien à l'OFPRA ou à la CNDA, comme il est du même pays, potentiellement peut être du même pays, connaissent des personnes et fassent remonter l'information dans le pays d'origine. Ça conduit à dissimuler aussi tous les papiers qui sont liés à la procédure, notamment quand on est hébergé chez une autre personne, donc chez un tiers. Et également les associations de soutien LGBT+, qui peuvent aussi être une mise en visibilité inconfortable, puisqu'elles peuvent visibiliser le motif de la demande d'asile en soi. Ce qui fait que dans la relation quotidienne, il faut parfois gérer aussi non seulement l'information de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, mais aussi l'information du statut migratoire de demandeurs d'asile ou réfugiés, conduisant plusieurs personnes à présenter notamment à leurs compatriotes d'autres raisons, d'autres motifs de régularisation en France, ou dire qu'on fait une demande d'asile sur un autre motif, voire même ne pas du tout dire qu'on est demandeur d'asile, mais dire qu'on est étudiant avec un visa étudiant pour ne pas se voir poser les questions inconfortables. Et enfin, cette exposition de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre par le statut migratoire est aussi problématique, puisqu'en fait, elle peut accroître les risques d'isolement et de rupture de liens, alors même que les LGBT+ exilés n'ont pas tous envie de couper complètement les liens avec les compatriotes et avec le pays d'origine, ce qui remet en question une image souvent associée aux réfugiés LGBT+, qui est la figure du réfugié qui voudrait recommencer une nouvelle vie dans le pays d'arrivée et couper tout lien avec le pays d'origine. Or, plusieurs personnes que j'ai rencontrées ne veulent pas couper des liens et en fait sont face à un dilemme, puisque la surexposition avec la demande d'asile entraîne des potentielles ruptures qui ne voudraient pas être prononcées, qui sont d'autant plus difficiles à assumer qu'il est difficile en France de créer de nouveaux liens sociaux, et donc les personnes se rattachent souvent aux liens qu'elles ont encore liés aux compatriotes. Donc on voit en fait le paradoxe ici des politiques migratoires où en fait on a une multiplication des taxonomies, c'est-à-dire une multiplication des groupes de migrants pour les contrôler et les régulariser, mais qui en fait, en contexte de contrôle accru des migrations, mais qui en fait, l'apparition de cette nouvelle catégorie des réfugiés LGBT+, si elle a des avantages en termes de protection, elle a aussi des inconvénients au quotidien pour les personnes qui se voient associées à un nouveau label, à cette nouvelle étiquette. Et pour finir, rapidement, pour montrer aussi une agentivité des personnes concernées, juste montrer comment le statut migratoire, à l'inverse, peut être utilisé dans les stratégies de négociation de la position minoritaire à l'échelle transnationale. Donc en fait, on voit comment le statut de réfugié est parfois réinvesti pour une revalorisation de soi auprès des personnes compatriotes, voire auprès des personnes dans le pays d'origine. Donc ce statut peut devenir le support d'une réparation de l'estime de soi, qui a été entachée par les stigmatisations passées vécues dans le pays d'origine, voire donner l'allure d'une sorte de revanche sociale. Donc, c'est-à-dire qu'être reconnu réfugié en France et être réfugié parce qu'on est LGBT+, permet aux personnes de retrouver une estime de soi et qui vont notamment mettre en visibilité sur les réseaux sociaux à destination de personnes qui sont encore dans le pays d'origine, voire aussi à destination des compatriotes qui sont présents en France mais qui, eux, sont sans papier. Donc on voit le cas avec le profil Facebook d'Yves, donc j'ai changé les prénoms, j'ai anonymisé, qui poste fréquemment des publications, je partage avec son accord, où il met en place en fait une sorte de récit de la réussite de la migration cumulée dans l'obtention du statut de réfugié. Donc je ne vais pas vous le lire, vous pouvez le lire, mais je vais juste vous montrer les trois grandes thématiques qui ressortent de cette forme de valorisation de soi par le statut de réfugié. Tout d'abord, on voit que la migration donne lieu, et le statut de réfugié surtout, à une resignification du stigmate qui peut devenir une ressource, donc le stigmate de l'homosexualité, puisqu'il explique dans ces situations, ce mal peut être utile ailleurs. Donc c'est pourquoi on m'a persécuté avant, je peux en tirer ressource aujourd'hui. Et donc on voit comment les réseaux sociaux deviennent un lieu de mise en scène d'une image de soi revalorisante en contexte migratoire, ce qui a été beaucoup travaillé dans les études migratoires de façon plus large. C'est aussi une reconnaissance par l'espace, puisque le fait d'avoir réussi à accéder à l'Europe et à la France, et qui plus est d'avoir une situation régularisée sur ce territoire-là, permet de gagner une sorte de prestige symbolique auprès de certaines personnes du pays d'origine qui ne réussissent pas à quitter leur pays et qui souhaiteraient pourtant y arriver. Et donc on voit comment ils jouent beaucoup sur ces évolutions spatiales, sur le maudit du quartier est devenu le béni de la ville,
Moi, je viens d'Adzop, à Paris, c'est une bénédiction. Et enfin, on a un renversement des rapports de pouvoir à l'œuvre dans les espaces sociaux transnationaux, puisqu'en fait, on a une reconfiguration des relations de besoins, puisque Yves, en question, devient maintenant utile pour les personnes qui potentiellement l'ont stigmatisé auparavant dans ce pays d'origine, ce qui va contribuer à renforcer son image de soi. Et donc, on voit ici, en fait, plus globalement là-dedans, comment la procédure de demande d'asile, elle conduit à une cristallisation identitaire. C'est-à-dire que l'expérience minoritaire, elle trouve un nouveau sens pour les personnes dans ce cadre administratif particulier, et comment elles vont négocier ça dans les relations qu'elles nouent à l'échelle transnationale avec d'autres personnes. Donc, en conclusion, très rapidement, l'analyse brève que j'ai essayé de montrer sur la complexité des relations entretenues par les exilés LGBT+, avec leurs compatriotes, permet de mettre différents éléments en avant. Tout d'abord, une remise en question de la migration qui serait libératrice. Pourquoi ? Parce que les implications de la stigmatisation peuvent perdurer en France. A l'inverse, remettre aussi en question l'idée qu'on aurait une volonté toujours présente d'abandonner totalement le pays d'origine et les compatriotes pour les personnes qui sont en France et qui en fait souhaitent préserver des liens. Et surtout, on voit comment, dans ce cadre-là, la demande d'asile a un statut ambigu, puisqu'elle, à la fois, c'est une protection potentielle, mais qui peut complexifier la façon dont les individus souhaitent individuellement gérer leur position minoritaire, et aussi parce qu'elle va créer des formes de surexposition ou de renier l'autonomie des personnes, ou à l'inverse, comment ça peut être utilisé pour une revalorisation de soi. Et on voit ici en fait la force des cadrages normatifs migratoires qui influent la subjectivité des personnes elles-mêmes dans le cadre de la migration. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Florent pour cette présentation. Merci à Noémie et à Franck également. L'idée c'est vraiment que la salle puisse poser un maximum de questions, donc sans hésiter je vous laisse la parole. Il y a deux personnes, deux bénévoles de l'Ardis qui sont mis à contribution de la journée et qui vont donc faire passer le micro, il me semble. Un du moins. Merci. Donc Antoine et Pascal. Allez-y. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour vos 3 présentations qui sont très intéressantes. Franck, je me pose une question. Alors peut-être que j'ai mal compris votre conclusion, mais je me pose une question quand vous dites que les personnes LGBT évoluent dans un cadre uniquement individuel et dans une quête individuelle de leur construction de leur identité LGBT. Sauf que j'ai l'impression qu'on ne parle pas du cadre homophobe législatif du pays d'origine de la personne, du cadre homophobe de la famille. Par exemple, dans le premier témoignage dont vous avez parlé, le berger, vous dites qu'il n'a pas parlé de son homosexualité dont il a, si j'ai bien compris, même pas conscience. Sauf que s'il n'a pas conscience que ce qu'il fait est mal, pourquoi est-ce qu'il n'en parle pas ? Et voilà, c'est quelque chose dont peut-être que j'ai pas compris, mais qui me pose question. Merci. Alors, c'est vrai que j'ai pas traité la question des condamnations par la société parce que c'est finalement pas là le problème principal qui ressort des récits. Le problème principal, c'est beaucoup plus l'homophobie dans le milieu familial ou dans l'entourage immédiat de la communauté. Les lois homophobes des pays, finalement, dans les récits et dans les histoires des demandeurs d'asile, elles viennent très tardivement. C'est d'ailleurs même très rare qu'on aille voir un juge ou que la police intervienne. La plupart des problèmes, ils sont immédiatement dans le réseau immédiat. Et à ce sujet, peu importe la loi du pays. S'agissant de la question du berger, alors je précise évidemment que les noms ont été modifiés, évidemment. En fait, d'abord, il n'a aucune éducation, il n'a jamais été à l'école, vous avez compris, on est dans un milieu ultra-rural à la frontière entre le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Donc c'est un garçon qui ne connaît même pas l'existence de l'homosexualité. La seule chose qu'il sait, c'est que le sexe entre hommes, c'est interdit par le Coran. Mais il en a entendu parler, mais c'est tout. Et il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment, il ne sait pas ce que ça veut dire, au fait. Et par contre, très rapidement, à l'âge de 10 ans, il se retrouve entre bergers à faire du sexe, et puis finalement, avoir une histoire d'amour de 44 ans. Parce que toute sa vie, il la vit en dehors de toute communauté, entre bergers, tout simplement. Et pour eux, c'est naturel, c'est simple, ils ne le qualifient pas.
Donc, il ne s'identifie à aucune représentation. L'idée même d'une représentation n'existe pas pour eux. Ça n'a pas de nom. On est entre hommes et on fait ça, on est bien ensemble. Et il n'y a aucun moment où ils se questionnent là-dessus. Ils commencent à se questionner quand ils sont découverts et que là, il subit une sanction, mais il ne comprend pas. Et puis finalement, c'est dans sa migration qu'il va entendre parler de références homophones, qu'il va commencer à comprendre que ce qu'il faisait avec son camarade, c'était pas, ça s'appelle l'homosexualité et c'est interdit. Et c'est en France, dans le cadre de l'accompagnement de sa demande d'asile, dans le cadre de la... Il n'y a pas de chance. Celui-là marche, hein, mais de fait, il marche. D'accord. Donc c'est en France, dans le cadre de l'accompagnement de sa demande d'asile, en travaillant avec moi, que petit à petit, il va intégrer tous les concepts de l'homosexualité, comprendre qu'en fait, il vivait une histoire homosexuelle, que ce qu'il avait avec son partenaire, c'était un couple homosexuel. Et donc, il va pouvoir se redéfinir dans cette définition, mais qui est occidentale, ici en France, dans le cadre de sa demande d'asile, et comprendre effectivement pourquoi il a subi ces sanctions. Donc, dans son cas, il n'y a pas d'identification ni pour soi, ni une identification sociale en tant qu'homosexuel. Merci beaucoup, Franck, pour cette réponse. Oui. Bonjour, merci pour vos présentations, elles sont vraiment passionnantes. Je reviens un peu plus sur ce que vous avez mentionné, Noémie et Florent, sur les stratégies d'évitement de la diaspora en France notamment. Et moi, ça me pose question par rapport aux espaces de lutte que d'autres demandeurs d'asile ou personnes en situation de migration peuvent avoir, notamment au sein des collectifs de sans-papiers, par exemple. Est-ce que ces personnes LGBT trouvent des espaces de lutte malgré ces stratégies d'évitement de la diaspora, ou en tout cas des compatriotes dans les espaces militants et associatifs? Merci. Merci beaucoup pour la question. C'est une très bonne question. Je pense que ça dépend beaucoup des trajectoires et des ressources aussi des personnes. Moi, ce que j'ai observé, c'est que les personnes qui avaient plus de ressources militantes, donc celles qui étaient les plus accompagnées par des associations, je pense notamment à l'Ardis, à des associations lesbiennes aussi, même Acceptesté, qu'elles étaient plus portées par ces associations-là, elles arrivaient déjà à mieux s'en sortir dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand ça se passait très mal dans des lieux d'hébergement, elles arrivaient à rester dans ces lieux d'hébergement-là grâce à ces soutiens-là d'associations et donc à développer aussi des compétences, un savoir-faire, des compétences pour se savoir présenter comme il faut pour pouvoir rentrer dans certaines cases. Et du coup, il y a aussi des alliances entre, dans ces espaces-là communautaires. Florent peut-être aura une impression un peu différente parce que tu disais du coup que même après avoir eu les statuts de réfugiés, il y a parfois tendance à éviter ces espaces-là, ces associations. Moi, dans mon cas, la grande majorité, en tout cas, il y en a certains et certaines qui s'engagent dans les associations et donc les espaces des luttes deviennent des espaces des luttes militantes LGBT et donc il y a vraiment un grand aide. Et même sur les questions d'hébergement, moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont arrivées donc ici, exilées à la rue pendant un moment, qui, une fois qu'ils ont un logement social, par exemple, deviennent les hébergeurs pour les nouvelles personnes qui arrivent en France plus tard. Donc il y a vraiment aussi ces soutiens-là qui est essentiel et qui permet aussi de lutter pour la cause et de se soutenir, de faire vivre un espace de solidarité LGBT transnational en utilisant les mots de Florent. Merci pour cette question. C'est très précis, mais c'est très intéressant. Donc, j'ai pas beaucoup d'éléments pour plusieurs raisons. À mon sens, les personnes qui s'engagent dans des activités militantes de lutte collective en France, dans ce que moi j'ai vu, c'est quasiment uniquement des personnes qui ont déjà été socialisées à la vie militante dans leur pays d'origine, donc qui ont des ressources spécifiques pour ça. Et en fait, c'est assez minoritaire dans le groupe de personnes enquêtées que j'ai vu. Donc, la majorité des gens avec qui j'ai discuté, or, ces profils très spécifiques ne se sont pas forcément investis dans des espaces de lutte collectif. Après, il y a ce qu'on peut voir, c'est plutôt une tendance à se recentrer
et à s'engager dans les associations, mais comme a dit Noémie, en fait, qui ont aidé pendant la procédure, où des personnes du coup adoptent un poste de bénévole ou enfin, participent aux activités des associations, voire même parfois à créer leurs propres espaces de lutte spécifiques exilés LGBT+, quand on ne trouve pas forcément ce dont on a besoin dans le paysage associatif français existant, et on aura un exemple cet après-midi. Donc j'en dirai pas plus à ce sujet. Et après, un autre élément qui est important aussi, c'est voir comment les personnes font aussi leur propre réseau. Mais du coup, c'est de la lutte collective, pas forcément formalisée, c'est plus informel. Mais comme tu as dit, Noémie, beaucoup de personnes qui en fait font circuler l'information, hébergent des personnes quand elles arrivent, ou les aident, ou les orientent vers des associations, voire, et je l'ai aussi vu, font de l'information transnationale, c'est-à-dire font des posts Facebook pour expliquer que oui, vous pouvez demander l'asile en France et vous pouvez, et donc du coup, en fait, ça contribue à faire des espaces de lutte, enfin de collectifs, d'organisations d'entraide LGBT exilés transnationaux. Mais il y a aussi une difficulté inverse qui est parfois l'effet de la sursollicitation, où c'est parfois aussi difficile de devoir gérer la multiplication des demandes, et surtout pour les personnes qui étaient déjà activistes dans leur pays d'origine, qui une fois en France se retrouvent confrontés à beaucoup de personnes qui leur demandent de l'aide. Comment tu as fait? Est-ce que je peux venir? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Mais qui malheureusement ne sont pas toujours en mesure de les aider. Et c'est aussi un poids, enfin c'est une charge mentale spécifique à gérer qui peut parfois être compliquée. Merci beaucoup à nouveau pour ces réponses. D'autres questions dans le public? Oui. Bonjour, merci beaucoup à toutes, tous et aux autres. Je suis Bruno Brive de l'association J'en suis, j'y reste à Lille, dans le nord de la France. Et je voudrais vous donner 3 petites informations parce que ce que vous avez dit fait beaucoup écho à mon expérience. Alors le J'en suis, j'y reste, c'est un centre LGBT. Et donc à la différence de l'ARDIS, ce n'est pas une structure spécialisée dans l'accueil des personnes migrantes, demandeurs d'asile LGBTQI, mais c'est un centre qui fait de l'accueil généraliste de personnes LGBT, dont en particulier des personnes en demande d'asile. Et c'est une situation qui n'est pas du tout singulière, hein. Tous les centres LGBT en France ont été confrontés à une montée en charge de la sollicitation par les demandeurs d'asile. Alors, à Lille, par exemple, dans l'histoire du berger, là, que Franck a raconté, j'ai retrouvé un exemple d'un jeune homme guinéen qui a obtenu le statut de réfugié maintenant par la CNDA, mais qui à l'OFPRA n'a pas du tout parlé d'homosexualité. Probablement parce qu'il ne voyait pas comment la qualifier, en parler, mais il avait bien compris qu'il fallait intervenir là-dessus, et donc il m'a demandé de refaire son récit, et c'est avec beaucoup de temps qu'il a décrit parfaitement comment est-ce qu'il avait des rapports dans la brousse réguliers avec quelqu'un. Il marchait des kilomètres, enfin surtout des heures, pour être sûr d'être à l'abri et de ne pas se faire découvrir. Bon, et une fois que ces mots-là ont été posés, aussi avec mon dictionnaire occidental, et ben, ça a permis à la CNDA de mieux prendre en considération son histoire. Une autre chose sur les... J'ai moins des questions que des informations à partager, excusez-moi. Une autre chose sur l'organisation des personnes migrantes ici. À Lille, il y a un comité des sans-papiers qui est très actif depuis des décennies. Et il y a un certain nombre de personnes LGBT qui y militent, migrantes LGBT. Mais c'est vrai que peut-être elles étaient, comme dit Florent, elles étaient déjà militantes dans leur pays. Ça, je ne peux pas vérifier exactement ça. En tout cas, à Lille, s'est monté un collectif de livreurs sans papier, qui est surtout mené par des personnes LGBT, qui ont été déboutées du droit d'asile. Et autre chose, des camarades nigérians nous ont raconté comment ils ont monté en auto-organisation un système de maraude pour aller à la gare, voir si elles trouvent des personnes qui leur semblent LGBT et leur dire de ne pas rester là parce qu'en tant que personne migrante, ça va faire des histoires de toute façon avec la police, et aussi en tant que personne LGBT, et les oriente vers notre centre pour avoir un statut. Donc je pense qu'on doit observer ça aussi dans d'autres villes. Enfin, et dernière information, c'est ce que Noémie m'a dit là, ça me fait écho à ça. À Lille, avec une structure de travail social qui s'appelle EOL, on a monté un programme pour avoir des places d'hébergement pour personnes trans et une place, alors il y a 3 places, et une place pour personnes LGBT.
Donc évidemment, c'est un dispositif qui est saturé à partir du moment où il est ouvert. N'empêche, donc c'était une longue construction pour faire admettre au 115, enfin à la CMAO, que l'orientation ne se fera pas via le 115, mais se fera directement par les associations LGBT, dont notre centre. Voilà. Et donc ce dispositif a déjà quelques années de vie. Et le point principal sur lequel les travailleurs sociaux et sociales ont alerté, une fois qu'ils avaient mis en place ce dispositif, ce à quoi ils ne s'attendaient pas du tout, c'est qu'ils ont immédiatement été confrontés à la question du suicide. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'avec les personnes trans, elles avaient des personnes hébergées qui commettaient des tentatives de suicide, mais de façon récurrente, fréquente, quasi systématique, alors que les autres personnes hébergées, c'était dans un lieu pour femmes et familles, ne faisait pas ça. Enfin, il n'avait pas cette problématique du suicide si marquée. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno pour ces informations. Peut-être qu'il y a des réactions, si vous en avez les trois, Noémie, Franck, non? Bien sûr. Effectivement, si j'ai parlé de Rufy, c'est parce que c'est vraiment emblématique des dossiers qui passent jamais à l'OFPRA et très rarement à la CNDA, parce que c'est extrêmement dur au regard des modèles occidentaux d'envisager ces relations comme de l'homosexualité. Et en plus, ce sont des gens qui ont énormément de mal à rentrer dans nos modèles et à les exposer. Et donc, c'est certainement ceux qui sont les plus exclus du dispositif et qui sont le plus en besoin de nos associations, alors qu'ils ont aussi énormément de mal à y rentrer parce qu'ils n'en connaissent même pas le sens et l'existence. Juste un point, et vous l'avez évoqué aussi, je pense qu'au-delà d'avoir fait du militantisme dans le pays, un élément important aussi, c'est la façon dont s'est opérée leur rupture avec leur pays. Moi, je remarque que ceux qui s'impliquent le plus dans du militantisme ici, ou qui sont le plus alertes à s'exposer ici en France, c'est ceux qui finalement n'ont plus rien à perdre dans leur pays, et ça rejoint ce qui a été dit par mes collègues. En gros, ils ont été tellement exposés dans leur pays que de toute façon, il n'y a plus de possibilité pour eux d'y retourner, et dans leur pays, leur entourage est déjà de toute façon marginalisé, où les ruptures ont été totales, de sorte que finalement, ils peuvent s'exposer ici en France parce qu'ils ne subiront pas ce qu'a exposé Florent, et des risques, et du coup ils peuvent se libérer. Et vous parliez des Nigérians, j'ai remarqué également qu'au Nigeria il y a énormément de structures associatives officielles ou officieuses, et qui a une culture du militantisme, alors que c'est un pays évidemment qui est extrêmement homophobe, mais il existe des structures, il existe des formes de pratiques associatives ou militantes homosexuelles. Et donc, derrière, certainement qu'ils ont cette éducation-là, et donc ils sont plus alertes à aller chercher ici d'autres Nigériens. Merci beaucoup pour ces apports. La question des tentatives des suicides lorsque les personnes sont hébergées fait vraiment écho aussi à ce qui se passe ici, hein, c'est que les inquiétés ont partagé. Je pense qu'il y a deux choses. Certaines personnes qui sont prises en charge dans des structures mixtes où elles vivent des discriminations. Et donc, moi, j'ai des personnes qui ont fait des tentatives des suicides car elles étaient discriminées quotidiennement par les autres personnes hébergées. Donc, des personnes qui disaient « je suis dans les cadres de l'enfer, je préfère mourir que continuer à vivre ici ». Alors que, comme on sait, en Ile-de-France, il y a une saturation des places d'hébergement qui fait que c'est très difficile d'orienter la personne et d'échanger des centres d'hébergement. Donc ça existe malheureusement. Et la deuxième chose, c'est que j'ai remarqué que les personnes, lorsqu'elles rentraient dans une place d'hébergement, il y avait un peu un phénomène de lâcher prise, parce que jusque-là, il y a une lutte pour la survie. Et donc, au moment où elles sont dans un appartement, prises en charge, il y a un phénomène de lâcher prise et donc aussi des troubles de stress post-traumatique qui se révèlent, et donc une santé mentale qui assez vite est dégradée, se révèle. Donc il y a des conflits avec les autres personnes hébergées, des questions de santé mentale qui sont très très présentes. Donc ça, je pense que c'est aussi un effet des conditions de la précarité de vie en France, et donc lorsque la personne est prise en charge, elle lâche, et il y a tout ça qui sort, qui devient émergent. Merci beaucoup. Nous avons encore quelques minutes, s'il y a une ou deux dernières questions que vous souhaitez poser. On peut prendre les deux, je pense. Je vous demande d'être un peu rapide, s'il vous plaît.
Bonjour, donc, merci pour vos présentations. Donc, juste pour faire écho à l'histoire de mobilisation communautaire nigériane, c'est vrai qu'il y a une certaine culture, peut-être pas associative dans le sens occidental du terme, mais une question vraiment des associations communautaires où on essaye de prendre en charge les plus vulnérables, vu que la société n'a pas un système de protection sociale si prononcé que dans certains États européens, ou nord-américains moins quand même. Et donc, juste aussi pour vous signaler que, par exemple, c'est pas des maraudes LGBTQI, mais c'est des maraudes plutôt pour les personnes victimes de traite des êtres humains qui ont été faites à Marseille par l'association qui s'appelle Des Trousses. Et donc, c'est une association fondée par une femme nigériane qui était elle-même apparemment victime de traite des êtres humains. Et parmi des victimes des traites des êtres humains, nous, en tant qu'association LGBTQI, on découvre énormément des personnes lesbiennes, bisexuelles, des couples, des femmes vivant ensemble sans se dire homosexuels, et des personnes trans et non-binaires. Et donc, disons que ces maraudes, plutôt pensées comme des maraudes féministes ou peut-être abolitionnistes dans le sens occidental du terme, sont finalement aussi des maraudes qui, en second temps, nous amènent des publics LGBTQI, ce que je trouve assez impressionnant, assez intéressant à voir. Et donc, apparemment, il y a une petite thématique de recherche qui est en train de se relever ici par rapport aux Nigérians et leur rapport déjà étant résidents de l'Europe aux personnes vulnérables de leur propre communauté et comment ça peut se construire. Voilà. Donc ça, voilà. Peut-être on va en discuter l'année prochaine ou d'ici 2 ans quand une personne va s'en occuper. Et donc j'ai 2 questions en fait pour Noémie. Donc la première, ça concerne la prise en charge dans les CADA ou dans les dispositifs 511 des personnes transmasculines, des hommes trans. Parce que ouais, pour les femmes, il y a toujours une question de l'opération et de passing pour ne pas mettre en péril la sécurité de l'établissement d'hébergement, ce qui est un peu compliqué quand même à comprendre. Mais pour les hommes trans, j'ai plutôt l'impression que la question de passing est secondaire parce qu'en tout cas, ils sont considérés comme vulnérables par défaut. Et quand même, l'idée est de ne pas les mettre parmi les hommes cis parce que davantage c'est dangereux. Et c'est ça, en fait, le regard des assistants sociaux. Est-ce que vous avez constaté de ce type d'attitude voilà. Et donc, la deuxième question, donc j'enchaîne. Voilà, la deuxième question pour Noémie, j'ai déjà oublié, donc c'est pas grave. Et j'ai une question pour Florent. Par exemple, l'histoire de révalorisation de statut de réfugié, je me pose la question, dans des espaces exactement transnationaux, la question que je me pose, c'est la question de fond sur de pays d'origine de migration. Parce que, par exemple, moi, travaillant quand même pas mal avec des personnes issues des pays de l'Europe de l'Est et du Caucase, moi, ce que je constate, c'est que la dissimulation des statuts de réfugiés n'est pas liée tant au fait des raisons de ce statut, donc l'homosexualité, doublée par la procédure, mais plutôt par le jugement social porté dans le pays d'origine sur l'idée de quelqu'un qui repose sur le système social, qui demande quelque chose à un État et qui, voilà, de ce fait, devient un handicapé social, on peut dire. Et donc moi, je constatais qu'il y a quand même énormément des silences autour du statut de réfugié pour cette raison. Voilà, dans quelle mesure on peut traiter ces questions ensemble, les questions de préjugés contre les réfugiés dans la culture d'origine et de ce statut de vulnérabilité sociale accrue qui est difficile d'avouer auprès de compatriotes qui sont là peut-être pour d'autres raisons. Voilà, donc c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait une autre question, il me semble, mais la personne a l'air d'être partie. Écoutez, ça nous arrange, je crois. N'hésitez pas à vous présenter, s'il vous plaît, quand vous prenez la parole. Tout le public ne nous connaît pas. Donc, vous venez d'entendre Anna Sherbakova, militante urgence homophobie à Marseille. Noémie et Florent, je vous laisse la parole brièvement, s'il vous plaît. Florent, trop tard. Bon, ok, ça marche.
Merci beaucoup pour ton intervention et les questions. Pour les hommes trans, moi, il y en a eu très très peu dans ma recherche action. Il y en a eu 2, et les 2, c'est des hommes français. Et donc, pour les questions d'hébergement, ça ne se pose pas du tout de la même manière. Déjà, étant qu'ils sont français, ils étaient beaucoup plus hébergés dans des dispositifs, des logements ou des logements accompagnés. Donc, des dispositifs, comme vous savez, qui sont beaucoup plus autonomes, où souvent, c'est des espaces, des chambres individuelles, avec des toilettes individuelles. Donc, tous ces problèmes-là, des partages de l'espace, s'est posé beaucoup moins. Même dans l'espace public, les hommes trans ont beaucoup moins rapporté des discriminations, ou en tout cas d'être visibles et être identifiés en tant qu'hommes trans, alors que pour les femmes trans, c'est vraiment quelque chose qui revient constamment. Pour les hommes trans, j'ai remarqué que donc la majorité est hébergée par des membres de la famille, et donc ça a été intéressant de mettre en cause cette idée des ruptures familiales, parce que souvent on parle du moment où on fait coming out, il y a des ruptures avec la famille, et donc on est mis à la porte, alors que moi j'ai remarqué que la majorité des personnes avaient des trajectoires, des montagnes russes intermittentes. Ça veut dire qu'il y avait des moments des expulsions de la part de la famille, et après des moments où la personne était acceptée à nouveau dans les foyers, et après elle repartait, et après elle revenait. Donc il n'y a pas des ruptures définitives. Souvent c'est vraiment un ensemble des ruptures qui fait aussi que ça dégrade la santé mentale sur le long terme aussi. Et aussi que la famille n'existait pas en tant que telle, et donc souvent les personnes sont hébergées par des membres de la famille différents, et donc avec chacun et chacune il y a des relations différentes qui se mettent en place, et donc des pressions aussi spécifiques dans les cas des hommes trans. Donc pour moi, les hommes trans français de la recherche action ont été plutôt surexposés à ces violences familiales, notamment psychologiques, mais moins à des violences d'hébergement, car ils étaient hébergés dans le logement accompagné plus tôt. Voilà, merci. Merci pour cette question. Oui, effectivement, en fait, ça dépend beaucoup aussi des personnes. J'ai vu d'autres cas où les statuts de réfugiés était très dissimulé, parce qu'en fait ça donnait l'image d'un traître, le traître à son pays qui a abandonné, et du coup des personnes ne voulaient pas dire qu'elles étaient réfugiées pour ces raisons-là, ou de façon plus générale, et donc là notamment dans le lien avec les compatriotes spécifiquement, ou de façon plus générale, mais là pas forcément avec les compatriotes, des grosses mises à distance du statut de demandeur d'asile réfugié, avec l'image de quelqu'un qui demande de l'assistance, effectivement, la victime qui a besoin qu'on l'aide, etc. Voire même, parfois, cette image dévalorisante qui est associée au statut de réfugié, elle peut intervenir avant même de s'engager dans la procédure, en fait, pour les personnes qui ont le choix, si on peut dire comme ça, qui, par exemple, ont pu arriver en France avec un visa pour leurs études ou en réussissant à avoir un travail, et qui, du coup, n'ont pas besoin de passer par cette procédure de demande d'asile et du statut de réfugié qu'elles trouvent dévalorisante. J'ai un entretien avec une personne qui a pu faire régulariser sa présence en France d'une autre façon, et qui m'a dit oui, mais en même temps, si on te dit moi je suis en France parce que je travaille, moi je suis en France parce que je fais des études, moi je suis en France parce que je suis réfugié, c'est beaucoup moins valorisant. Et en tout cas, il y a vraiment cette image. Après, je ne suis pas capable de dire si ça dépend selon de certains pays d'origine, etc., ou de culture, ce qu'on pourrait dire des cultures nationales. Je ne peux pas faire de distinction selon les zones ou les pays, mais c'est sûr que c'est très ambivalent et ça dépend beaucoup des personnes rencontrées. Merci. On vous remercie à nouveau pour vos interventions et vos réponses très riches. Oui, on peut applaudir, effectivement.